approche. Oui. Je commence. Ça marche, ça marche. Donc Olivier Garça, artiste. Norbert Hilaire, professeur en sciences de la communication. Franck Renucci, enseignant-chercheur en sciences de la communication. Olivier Leborgne, auteur et coproducteur d'œuvres transmédia pour les enfants. Je me suis présentée tout à l'heure, Mathilde Zambron, je suis critique d'art et j'enseigne à l'école d'art et de scénographie de Monaco. Pour finir. Oui, bonsoir, Ulrich Fischer. J'ai présenté ce matin donc, des concepts autour de la narration combinatoire. Donc, je développe une plateforme, un outil qui permet de créer en fait de la narration interactive combinatoire. J'ai monté donc une start-up qui s'appelle MemoWays. Voilà. Alors, comme le public de cet après-midi n'est pas tout à fait le même que celui de ce matin, M. Fischer, est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur les principaux points que vous avez développés en quelques phrases, même si l'exercice n'est pas évident? Oui, alors peut-être pour synthétiser, j'ai essayé d'aborder la question de la narration sous l'angle du fait que le support qu'on a sous les mains n'est plus le même depuis une vingtaine d'années. Ça a encore drastiquement changé ces 10 dernières années avec le fait que sur Internet, ce qu'on voit n'existe pas. C'est généré au moment où on affiche une page. Et je me suis posé la question sur comment transposer ça sur une narration. Et de se dire que la narration s'opère non pas à partir d'un fichier qui est donné, un film qui est passé au cinéma, qui est présenté dans une exposition, etc., mais généré à partir d'une base de données, avec des règles qui sont spécifiques sur les données, donc sur les images. Donc on navigue d'une certaine manière à travers une base de données avec des règles qui sont calées par-dessus la base de données, avec des règles de jeu, alors c'est proche du gameplay, mais avec l'attente et le besoin de donner en fait un certain type de parcours qui est scénarisé, scénographié plutôt que scénarisé. En fait, des questions de scénario tout à l'heure, j'aurais plutôt envie de parler de scénographie et puis de permettre à l'utilisateur d'être partie prenante de cette base de données, non pas seulement sous une forme de lire la base de données, donc lire ce qui existe, mais aussi d'écrire un chemin, et ce chemin en fait est le fruit de la combinaison des différentes choses qu'il a pu recueillir à travers son cheminement. J'ai employé des métaphores d'un cheminement plutôt terrestre versus un cheminement aquatique, enfin naval, et de dire c'est la navigation, le chemin qui importe à plus que le résultat. Bref, c'est peut-être un peu conceptuel tout ça, mais j'essaie de rassembler. Alors l'enjeu, c'est de se dire aujourd'hui, on a donc dans notre poche de quoi en fait accéder à cette base de données. Et se dire quelle est notre place, il était question d'autorité, de place du spectateur par rapport à quelque chose qui est créé par un ou des auteurs, et de dire que d'une part c'est de pouvoir écrire sa trace et de la partager, sous forme notamment d'une playlist, mais aussi de dire qu'on est partie prenante d'une manière potentiellement active, on peut rajouter sa propre vidéo, sa propre image à quelque chose qui préexiste, et c'est quelque chose d'évolutif en fait. De vivant. Donc ça déplace aussi la question de la valeur, de dire on n'est pas face à une valeur qui est figée, comme un film qui a de la valeur parce qu'il est figé, mais la chose prend de la valeur parce qu'elle vit, elle évolue, voire elle meurt, mais c'est ça l'enjeu en fait. Donc d'être plutôt plutôt que d'être face à un objet, on est face à une plateforme, et c'est la création de cette plateforme, c'est là-dessus que je me pose des questions, notamment aussi à travers des projets d'audio guide ou de projets on va dire transmédia. Voilà. Est-ce que cette intervention donc, croissante des bases de données dans le storytelling est de nature, selon vous, à susciter un changement de paradigme en matière de storytelling? Pour moi, le changement de paradigme, c'est de dire à la place du spectateur, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas seulement, on va dire, passif, il y a toujours une activité qui se passe, mais qui puisse réécrire quelque chose dans un lieu partagé. Sur cette scène qui est définie par un auteur. Et le changement de paradigme, le premier, il est là. Et comment écrire, concevoir cette scène pour recevoir ce que l'utilisateur-spectateur peut ou veut y laisser. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que
Pour moi, il y a un des grands changements qui opèrent actuellement. Là, on est dans un mode conversationnel, mais en même temps, c'est des monologues. Moi, je suis un monologue, mais plutôt dans un mode conversationnel à la source. Et c'est ce qu'on voit, notamment ce qui se passe sur les plateformes de type Facebook, etc. Et pour moi, la question, c'est de dire comment est-ce que Facebook il fonctionne quand même fortement, comment le monde artistique et les industries culturelles peuvent réagir, répondre par rapport à ça, en voyant ce qui se passe sur le web, dans le monde, et que nous, on a encore des modalités, des workflows, des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques. Enfin, bref, on a des méthodologies qui sont dépassées par rapport à ce qui se passe dans le monde autour, en fait. Et voilà, c'est un peu les questions que je me pose par rapport à ces écosystèmes culturels dans lesquels on est, comment ils peuvent, plutôt que de subir ces nouveaux mondes, ces nouveaux états de fait, comment ils peuvent se les approprier. Et pour là, on manque de workflow, on manque d'outils, et on manque en fait de vision plus transversale et collaborative. Merci beaucoup. Donc, je voudrais savoir Norbert Hiller qui voulait réagir sur la question de la nouveauté ou pas, effectivement, du dispositif. Je voudrais aussi passer la parole à Franck Renucci, qui est dirigé un numéro de la revue Hermès. L'autre n'est pas une donnée, qui, à mon avis, est une problématique qui interfère directement. Merci, Nicolas. En fait, moi, je voulais réagir, mais pas du tout de manière polémique. J'apprécie beaucoup ce que vous dites. Je trouve ça extrêmement intéressant. Cependant, il faut quand même historiciser les choses, les mettre dans une perspective historique, et c'est là-dessus que je voudrais peut-être ajouter 2 ou 3 idées. En fait, je pense que ce qui se produit dans cette sorte de présentification, de génération au temps réel, d'un récit, au fond, qui se construit dans un cœur présent, a des précédents dans les avant-gardes littéraires. Je me souviens de ce que disait Michel Foucault dans la 4e couverture d'un récit de Jean Thibaudot qui s'appelait Imaginer la nuit, publié dans la collection Telle Quelle. Michel Foucault, parlant de Jean Thibaudot, parlait d'un cœur présent, sans reste. Des écrivains comme Claude Simon, dans Orion aveugle, par exemple, et c'est très intéressant, Orion aveugle, le livre de Claude Simon. Ça raconte l'histoire d'un tableau, qui est un tableau de Poussin, qui représente justement le géant Orion, sur l'épaule duquel est juché un petit personnage, et ce petit personnage guide Orion dans sa quête. Donc le chemin se construit en marchant, pour reprendre votre métaphore. Hein. Donc le chemin d'Orion se construit en marchant, il espère pouvoir retrouver la vue à l'horizon, dès lors qu'il va pouvoir atteindre le soleil. C'est une pure fiction, mais simplement ce qui est intéressant, c'est cette fiction qui est construite dans un tableau, à partir d'un tableau, elle ne peut exister qu'au pur présent, sans reste, à travers lesquels elle émerge comme une base de données au fond, pour prendre une métaphore. Donc c'est pour dire au premier moment qu'il y a quand même des précédents, que tout ça est une vieille histoire, qui se trouve à l'œuvre chez des écrivains aussi divers que Jorge-Luis Borges, par exemple, La folie mortelle, etc. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que l'art numérique, pour employer un mot générique qui pose problème, hein, je pense de plus en plus, qui pour moi n'existe pas, n'a jamais vraiment existé en fait, ne m'intéresse pas en tant que tel, quoi, en tant qu'utilisation d'outils technologiques. Pour moi, c'est pas ça l'art numérique. Si ça doit exister, c'est pas ça du tout. A souffert, et souffre encore, d'une certaine manière, de ce qu'on pourrait appeler une absence d'extériorité vers le passé, comme au sens spatial, comme au sens historique. Je pense qu'il n'y a aucune forme d'art qui ne peut se priver de ce que j'appellerais l'extériorité du passé. Et cette extériorité du passé, d'ailleurs, on la voit à l'œuvre dans tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Beaucoup de jeunes gens, peut-être des gens plus jeunes, ont parlé de la manière dont cohabite aujourd'hui, dont le cinéma affecte, parle dans tous ces processus à l'œuvre, dans les jeux vidéo, dans les formes narratives qui se cherchent, cette sorte d'extension des formes narratives qui est à l'œuvre, qui est réelle, mais en même temps comment le jeu vidéo appareille à son tour le cinéma. Mais il appareille comment? D'une certaine manière, de l'extérieur. Quand on dit que, par exemple, prenons notre exemple, peut-être pour être plus clair, quand on dit que la danse contemporaine a été appareillée par le cinéma, ce que je crois profondément, c'est vrai, c'est vrai tout simplement que le ralenti, un certain nombre de techniques propres au cinéma, ont affecté la manière dont certains chorégraphes de l'époque contemporaine se sont mis à danser, tout simplement, avec des ralentis, avec des déconstructions narratives qui ne sont pas sans évoquer la place et la situation du personnage dans un plan de cinéma. Bon, voilà. Et la dilatation du temps qui est afférente. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours un extérieur à quelque chose, comme il y a toujours, si vous voulez, le dehors par rapport à un dedans. Et c'est ces phénomènes, à mon avis, de dedans-dehors, aujourd'hui, qui sont importants à prendre en compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Or,
dans la question que vous posez, telle que vous la posez, on pourrait croire que l'illusion d'une absence de dehors. Et c'est à mon avis le grand problème qui est posé aujourd'hui, c'est que dans la manière dont vous l'envisagez, on est dans une machine autopoétique, comme on disait à l'époque. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les premières formes d'art numérique, je pense à des artistes très sérieux, comme Paul de Vautour, qui avait par exemple fait une œuvre qui s'appelait plus ou moins la Black Box, enfin je ne sais plus exactement. Cette œuvre a été située, j'emploie le mot à dessein parce que justement c'est pas le mot pertinent, sur le net. Mais cette œuvre d'art, comme beaucoup d'œuvres d'art sur le net, elles ont disparu de leur belle mort. Pourquoi? Parce que justement elles n'étaient pas prises dans un espace et un temps de la mise à distance historique, spectatorielle, du discours, de tout ce qui fait qu'une œuvre, elle existe d'abord dans le temps. Et que donc, si vous voulez, pour résumer, pour ne pas être trop long, je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui à poser, c'est la manière dont ce cure présent, pour revenir à ce que j'ai dit au début, dialogue avec un passé, aussi bien des techniques actuelles que des techniques les plus anciennes. Il y a du tableau rouleau chinois dans tout ce qu'on a vu, il y a des formes d'espace appareillées par l'architecture, il y a des points de vue qui font que le vieux théâtre shakespearien se retrouve dans une installation que nous a montré tout à l'heure Mathilde. J'ai pensé à la manière dont, pour les 400 ans de disparition de Shakespeare, un architecte construit une architecture circulaire en bois pour retrouver, sans le savoir, l'artiste a peut-être, inconsciemment, consciemment, j'en sais rien, repensé le théâtre shakespearien. Donc en fait, je veux dire, on est dans une sorte d'hétérochronique, pour le dire très rapidement, des dispositifs esthétiques, des dispositifs technologiques, du présent, du passé et du futur, qui fait qu'on ne peut pas parler d'un pur présent. Voilà, je ne sais pas si d'une génération à partir de la base de données. Un récit au pur présent, ça n'existe pas pour moi. Il y a toujours quelque chose qui se mesure à un dehors. Voilà. Je suis totalement d'accord. Olivier Bergsa, encore sur l'art. Oui, mais je rebondis sur ce que dit Norbert, parce que c'est le jeu exact de mon projet d'intervention. J'ai réalisé donc, ces coupes de rétroviseurs sur le travail artistique. J'ai réalisé en 1999 une performance qui avait pour titre Le goût du son. Ça a démarré dans 2 festivals de poésie. Donc c'est une œuvre qui se développe autour de la question du langage et de la communication, en utilisant tous les moyens de communication possibles. Et lors du festival d'Anote, j'ai enregistré sur du cinéma Super 8 3 bobines muettes d'artistes répondant à la question « Qu'est-ce que le goût du son ?» Et je me suis trouvé à la tête de 8 minutes de film d'artistes qui disent ce qu'ils pensent du goût du son. Au Festival d'Aix-en-Provence, quelques mois d'après, je fais un dispositif sonore d'enregistrement où je demande à d'autres artistes, et parfois les mêmes, de répondre à la même question. C'est le matériau à partir duquel j'ai travaillé. Sortent de ce matériau, qui est le début du dispositif, 4 objets qui vont être les éléments du dispositif. Un premier élément, c'est le montage du film cinéma, muet, silencieux, mais monté et présenté comme un film de grand cinéma pour être montré en salle, frontal, générique, le film qui est projeté pour la salle. Deuxième dispositif, une installation avec des écrans vidéo, 9 écrans vidéo parce qu'il y a 9 interviews images, et la bande-son qui est diffusée dans l'espace, et le public est au milieu des écrans vidéo. Et les écrans vidéo sont décalés parce qu'on est encore à l'époque de la vidéo sur bobine. Et on a donc des images qui sont les mêmes, qui passent, mais qui ne sont pas les mêmes en même temps, même si ça a démarré en même temps. Et on a la bande-son qui se mélange à la bande-son du public, qui répond à la question le goût du son. On est donc dans le vivant immédiat. Troisième élément de production, c'est un jeu. C'est un jeu où il y a la bande-image, la bande-son, et on peut voir les personnages qui sont interviewés parler silencieusement, on peut écouter les paroles sans avoir les images, et on peut coller la parole de l'un sur la voix de l'autre, sur le visage de l'autre, le visage de l'un sur la voix de l'autre, ou mettre la voix de l'un sur son propre visage. Et on a donc un nombre de dispositifs importants qui se créent là-dessus. Quatrième produit, c'est un film documentaire. Un film documentaire qui, justement, raconte le goût du son, puisqu'il y a la bande-son qui nous raconte le goût du son, vu de plusieurs points de vue, parce que certains répondent au goût du son, le son, la graine, d'autres comprennent le goût du sang, plutôt que le goût du son. Donc on a une bande-son qui est très disparate, avec des jeux d'écoute très différents, et c'est un montage de type aléatoire, la bande-image est en boucle,
pendant 35 minutes de bande-son qui, elle, est linéaire. Qu'est-ce que ça nous donne, ces 4 éléments? Ça nous pose toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui. Que faire de la technologie? Comment faire de l'image? En quoi l'image est-elle autonome? Et comment pouvons-nous nous-mêmes créer une œuvre à partir de matériaux que nous ne possédons pas? C'était l'exemple que je voulais vous donner. Merci Oscar. Oui. Donc, moi je vais un peu prolonger ce qu'a dit Norbert, puis en faisant part de... Parce que là, si je reviens au thème de la journée, je tiens à remercier Marcin, mes collègues, de l'organiser, on fait partie d'un pôle ensemble. Comment mais Bruno, oui, les collègues, je savais que j'oublie, mais j'oublie pas, mais Marcin, Bruno et ce pôle Créamed qui existe et qu'on anime avec Nicolas a fait que là, c'est la première journée qui marque ce pôle. Et voilà. J'espère qu'on va prolonger tout ça. Et je m'excuse aussi avec Hervé, donc ami de Toulouse. On est arrivé un peu en retard. Voilà, comme ça. Donc on n'a pas pu vous entendre ce matin. Je m'excuse de ça. Oui, moi je pense qu'il a été important, Norbert à un moment donné parle dedans, dehors, et il parle aussi de la dimension du temps, quoi. C'est vrai que ça m'a un peu manqué dans les présentations par rapport au temps. Et le dedans, dehors, évidemment, quand on voit comment on passe du cinéma à l'Oculus Rift, enfin ce qui a été proposé, bon, évidemment, on fait un rapport sur la question du hors-champ, et ça pose vraiment toutes ces questions-là qu'elle présente, quoi, d'une certaine manière. Et il est vrai qu'avec l'intervention de Mathilde, j'ai pensé à des moments vécus la semaine dernière, tout simplement. Je suis allé à l'exposition à Paris qui s'appelle Carambolage. Et il y a, dans le Carambolage, c'est une exposition qui fonctionne sur l'analogie, c'est-à-dire on propose des œuvres d'auteurs différentes, d'époques différentes, sur des thématiques qui apparaissent. Et c'est vrai que quand vous voyez, vous parcourez comme ça, vous déambulez, vous voyez des œuvres vraiment très très différentes. Il y en a une au milieu qui est, donc vous pensez, parce que vous parlez du Frénois, il y en a une d'Alain Fleischer, qui est au milieu de deux autres œuvres. Et en sortant, je n'ai pas arrêté de penser à cette œuvre-là. Donc Alain Fleischer qui dirige le Frénois, mais là c'était vraiment une image cinématographique qui était proposée entre 2 œuvres. Et je me suis dit, c'était pas forcément original, mais le thème de l'exposition Carambolage, donc par juxtaposition, me paraissait intéressant. Et je me suis rappelé, en sortant de cette œuvre, que je ne me suis pas rappelé de celle qui était autour. Et j'ai trouvé ça, il y avait d'autres images qui étaient proposées, et j'ai trouvé ça très intéressant, quoi. Après, je crois que je retrouvais Alain Fleischer à une autre expo qui s'appelle Matérialité du sensible. Et là, j'étais donc aux 2 expositions avec un enfant de 10 ans, et qui a vu une œuvre dont on voyait je ne me rappelle plus l'auteur, dont on voyait un fond sous-marin, mais qui s'était filmé au ralenti. Elle m'a dit, c'est Bill Viola. Et c'est intéressant de voir les enfants qui, eux, sont extrêmement sensibles au temps, en fait. Nous, on a l'impression qu'ils sont toujours dans un temps présent par rapport à ce qu'ils vivent, quoi. Mais d'une certaine manière, ce temps présent, moi j'ai cette impression avec elle, quand je me balade dans les expos, qu'ils appellent à ce que justement, ce que Norbert demandait, donc l'on inscrive quelque chose dans une temporalité, au moment où on parle de temps présent. Et c'est les enfants, et pendant toute la semaine, c'est revenu. On est allé à la Villette, et je me suis dit, pourquoi elle me parle autant du temps, quoi, comme ça, et c'est ce qui revenait à ce moment-là. Voilà, donc ce sont que des expériences et qui me paraissent intéressantes de vivre avec d'autres personnes comme ça et qui soulèvent, parce qu'ils ont cette pratique, eux, les plus jeunes, de ce que l'on essaie de décrire maintenant, qui pour nous est le futur ou la science-fiction, mais cette dimension, ce rapport au temps et à l'espace, il me semble que de les entendre, ça nous les fait vivre différemment. Et c'est vrai que ces 2 expositions, donc Carambolage et l'autre, je dis Matérialité du sensible, peut-être je me trompe, qui avait lieu au 104, en tout cas. J'ai fait ça à Paris, un rapport de ça. Voilà.
Et après, pour ce que j'ai pu voir aussi, c'est vrai que ça m'a, quand on parle du temps, sur l'interactivité, au début de la première présentation, j'avais l'impression de revoir un ouvrage de Gardiès, je crois que ça voulait, on parlait de la boue spéculaire, on parlait de tas de choses par rapport au cinéma. Alors, vous avez mis dedans, il y a eu Christian Metz, et moi, il me semble, je l'ai vu aussi là où je suis à l'UFR Ingémédia, ce que je disais à mon ami Hervé, Zénida. Au début, on enseignait tout ça. C'est-à-dire qu'on est parti, qu'on a commencé dans les années 90 autour du multimédia, on est parti des écritures cinématographiques. Et après, petit à petit, ça s'est estompé. Je veux dire, elles ont été de moins en moins présentes. Enfin, je ne sais pas ce que je peux en dire, hein, en tout cas, je pense que c'est dommage parce que justement, tout ce qui a pu être écrit, tout ce qui a pu être... On peut encore le transmettre à nos étudiants, et ça s'estompe aujourd'hui. Enfin voilà, moi je veux dire un petit mot peut-être un peu plus pragmatique, parce que moi je ne suis pas dans le domaine de l'art, dans ce domaine-là. Juste pour rappeler certaines choses qui, moi, à mon niveau, j'ai découvert en fait l'art numérique il y a très peu de temps, il y a une dizaine d'années. Je fais du numérique depuis 20 ans, mais l'art numérique, tel qu'on l'a décrit, tel que vous le décrivez, les expositions, les installations, etc., j'ai découvert assez tard. Alors je ne sais pas si c'est le cas aussi de plusieurs d'entre vous, avec les Nuits Blanches à Paris qui ont démarré, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et c'est avec ce genre d'événement-là que je me suis aperçu qu'on pouvait faire de l'art aussi avec le son, avec l'image, alors qu'on en faisait déjà depuis très longtemps. Mais dans la plupart des gens, pour eux, l'art, c'est la peinture, c'est l'opéra, la musique classique, etc. Donc effectivement, par rapport à même l'interactivité, est-ce qu'on peut faire de l'art avec de l'interactivité? Ça ne m'était jamais venu à l'idée, en fait. Donc moi, aujourd'hui, je fais de la production... Je fais de la production ludique, donc plutôt marketing, même si c'est quelque part une œuvre d'art quand même. Mais pour rebondir par rapport à tout ce qui a été dit, justement, c'est le fait de se ressourcer par rapport à des artistes qui font des expériences de la recherche sur l'image, sur le son, qui ne sont pas forcément, on va dire, immédiatement utilisables dans un produit marketing, quelque chose qui peut être utilisé par le grand public, puisque ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, leur recherche par rapport à ça, sur leur travail, ça peut justement amener à ce qu'on crée aujourd'hui par rapport aux transmédia, par rapport aux jeux vidéo notamment. Et je suis très content d'ailleurs qu'on ait présenté tout à l'heure les jeux comme Beyond Two Souls ou des jeux comme ça, parce que justement le cinéma et le jeu vidéo, pour moi, n'a jamais été séparé, en fait, même si effectivement il l'est. Hein, mais au final, si on réfléchit bien, le cinéma, le réalisateur lui-même joue à un jeu vidéo, puisque quand il est derrière sa caméra et qu'il fait jouer ses acteurs, c'est des marionnettes, quelque part. Enfin, c'est mon... Tu vas intervenir après, alors, dans ce cas-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est une partie où on voit sur une équipe de tournage, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Donc voilà, donc pour moi, les deux se rapprochent. Et effectivement, l'inspiration du jeu vidéo, aujourd'hui, les films inspirent, les réalisateurs s'inspirent des jeux vidéo. Et d'ailleurs, on voit dans la réalisation des films actuels qu'en fait, ils reprennent tous les mécanismes du jeu vidéo qu'on a vu depuis 5 à 10 ans. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, mais aussi par rapport à l'intervention sur le jeu vidéo, quitte à être un peu en décalage, mais moi il me semble que le risque quand même c'est un appauvrissement du cinéma par le jeu vidéo, parce que ce que j'ai pu voir aujourd'hui c'est justement pas toute la... Enfin, quand vous dites je peux pas voir 12 fois Harry Potter sans m'ennuyer, peut-être, mais peut-être qu'il faut peut-être voir Harry Potter 12 fois, peut-être qu'il faut voir notre film, notre type de cinéaste, où là on pourrait voir 12 fois le même film et ne jamais être ennuyé parce qu'on voit encore des nouvelles choses dans ce film-là. Donc moi il me semble peut-être que c'est le point de départ qui est pas bon. Et que le point de départ, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des films qui sont évidemment de telle complexité, de telle richesse dans l'image, qu'on peut les voir 12 fois sans s'ennuyer, ni sans voir la même chose 12 fois. Donc c'est le point de départ qui me semble problématique. Et que non, le réalisateur n'est pas derrière sa caméra à jouer avec des marionnettes. Enfin, c'est avec des comédiens. Non, je crois que c'est absolument pas ça. C'est se méprendre sur le sens du cinéma et sur le sens
de performer une image et de produire Non, je crois que là, il y a juste une simplification du cinéma. Le cinéma, c'est bien plus riche que ça. L'expérience du cinéma et du spectateur face à ce cinéma. Voilà, je voulais juste dire ça. Et une autre, par rapport à tout à l'heure aussi, à cette question aussi de l'obsolescence, en fait, c'est ça, de ces nouvelles technologies. Je crois aussi que peut-être qu'il ne faut pas non plus mettre tous... quand vous dites Paul de Gautreau, le problème c'est que ça n'existe plus aujourd'hui sur le net, donc là finalement n'existe plus. En même temps, il y a plein d'œuvres qui ont assumé le fait qu'elles sont dans une temporalité éphémère et qui ont du coup aussi développé d'autres types de rapports à l'expérience de la mémoire. Quand on pense à Tino Segal et que du coup c'est des performances qui se racontent, quand on pense à... ou alors à déplacement, c'est-à-dire que Chris Marker aujourd'hui, tout son travail sur le Second Life, vous pouvez le voir sur un site internet, et c'est extrêmement riche aussi ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc il y a différentes manières, et une œuvre n'existe pas dans une seule temporalité. Quoi. Et je peux juste, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit des deux côtés de l'échiquier, enfin je ne sais pas comment dire. Bon, en fait, pour répondre à ce que dit Mathilde à l'instant, je ne parlais pas du tout des usages d'Internet en tant qu'ils permettent de diffuser des films de Chris Marker, de n'importe qui, etc. C'est pas ça la question. La question, c'était des gens qui entendaient faire œuvre dans une sorte de non-temporalité, d'uchronie, d'utopie, alors même que c'est tout simplement impossible. Enfin, je veux dire, cette prétention à faire œuvre en dehors de toute spatio-temporalité, en dehors des conditions a priori de l'espace et du temps, ça ne me paraît tout simplement pas envisageable. Toute œuvre est située, pas seulement au sens d'un contexte, etc., d'un milieu, etc., mais en tant qu'elle fait événement dans un registre, et de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec vous et pas d'accord avec monsieur, sur le fait qu'il y a quand même, on ne peut pas tout mélanger non plus. Bon, on ne peut pas tout mélanger dans le sens où l'ouverture, enfin, paradoxalement, on a beaucoup parlé, c'est très à la mode de parler d'ouverture, de flux, d'infini, etc. Je pense que l'œuvre se définit d'abord par sa clôture, personnellement. Je pense que ce qui est beau dans la vie, c'est l'arrêt. Moi, je mets toujours en exergue à tout ce que je dis maintenant la phrase de Baudelaire, je hais le mouvement qui déplace les lignes. Donc, je viens de diriger une thèse, enfin, pas de diriger, mais accompagner une thèse d'un très grand artiste, justement, de la numérique, mais qui est à l'étage en dessus et au-dessus encore, qui s'appelle Grégory Chatonsky, à mon avis, et sa thèse est consacrée au flux. Il était avec Peter Zandi dans son jury, et je me souviens que le point de désaccord le plus profond avec Grégory Chatonsky, même s'il a raison quand il pense à la question du flux dans une perspective philosophique extrêmement pertinente, celle de je ne sais pas si les gens connaissent Catherine Malabou, qui est cette idée que les changements de forme sont aussi des changements d'être, et qu'on doit repenser à l'aune des technologies numériques et des sciences cognitives, etc., ou des neurosciences, les relations entre l'être et le devenir, entre la forme et l'être, d'une manière totalement inédite. Et ça, c'est une exigence qui est, j'ai envie de dire, qui en appelle à cette responsabilité politique dont vous parliez. Et de ce point de vue-là, je ne me satisfais plus du tout du discours des philosophes que j'admire pour d'autres raisons encore, comme Rancière ou même Badiou, parce qu'ils ne sont pas capables de penser. Les seuls, d'ailleurs, je pense, parmi les jeunes philosophes qui pensent cette question-là, il y a justement, je vois qu'il y a Marianne, c'est Patrice Manillier, justement, qui revisite, et c'est ça qui est intéressant, c'est que de nouveaux dispositifs, qui soient cinématographiques, nous permettent de repenser de vieux dispositifs comme la perspective. Et justement, cette question, donc une sorte de transhistoricité des formes narratives, de leur extension, etc., ne doit pas nous faire oublier que le cinéma n'est pas stable non plus. Enfin, je ne voudrais pas jouer du paradoxe de manière trop facile, mais je pense qu'il y a une sorte de mutation des formes du cinéma qui s'opère, et que ces changements de forme du cinéma sont des changements d'être, mais qui concernent en même temps la forme ancienne en la transformant. Enfin, Deleuze a écrit de très belles pages là-dessus. Donc je crois que c'est cette relation de la forme et de l'être qu'il faut penser à l'aune de la responsabilité des formes, qui doit être celle aujourd'hui de l'artiste. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas confondre le jeu vidéo. Il ne faut pas les confondre, c'est pas pour dire, ce sont des formes qui doivent dialoguer, qui peuvent être articulées l'une à l'autre, mais pas sur le même plan, de la même manière que la musique n'est pas la littérature et n'est pas les arts plastiques. Voilà. La musique, c'est un art de l'événement, ça n'est pas un art de la mise à distance de la représentation. Et je termine juste après, je ne dirai plus rien. Juste, il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'il faut en finir en opposant les ordres, pour le dire en termes religieux,
les ordres mendiants et les ordres contemplatifs. Voilà, il y a toujours une nécessité. Voir un film, c'est s'extérioriser, c'est s'immerser, s'immersion, enfin je sais pas, exmersion, je sais pas, oui, je sais pas comment on peut dire, mais dans quelque chose qui a un appel à une action théorique. Hein, la contemplation, ça se dit théorie quand même en grec. Donc il faut arrêter de croire que voir un film assis sur son fauteuil, ça n'est pas agir, ça n'est pas penser. Penser, c'est agir, et réciproquement. Voilà. Enfin, je schématise. Je vais juste rajouter une petite phrase, puisqu'effectivement, en fait, je crois qu'on est d'accord, parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. C'est pas que je sépare le cinéma du jeu vidéo et que je dis que le cinéma est réduit à un simple jeu. C'est pas du tout ça. C'est simplement que pour moi, il y a deux choses. Quand on fait du cinéma ou du jeu vidéo, on peut faire soit de l'art, soit du ludique. Et des fois, on arrive à faire les deux en même temps. Pour certaines personnes, quand on parle du cinéma, pour la plupart des gens, depuis une dizaine d'années, le jeu vidéo a été toujours relégué à un simple média inintéressant et basique, et même abrutissant pour la plupart des gens, et n'a jamais été vu comme un art, alors que maintenant on sait très bien que c'en est un. Je pense que tout le monde est d'accord. Et il y a des jeux qui sont même plus qualifiés de jeux, puisque ça devient des œuvres d'art. Il y a des jeux comme Flower, on se demande même quel est le gameplay ou journée. C'est des jeux contemplatifs où le joueur est presque inactif, parce qu'en fait il n'y a pas grand-chose à faire, et ça devient une œuvre d'art. Donc au même titre qu'un film qu'on pourrait regarder, et là ça amène à réfléchir. Donc effectivement le jeu vidéo et le cinéma, c'est deux médias qui se rejoignent ou pas, mais en tout cas si on peut faire du ludique ou de l'artistique. Je vais revenir un petit peu sur la question du spectateur, de sa place, de son sacre. Hein, c'est quand même un nouveau paradigme. Est-ce que c'est pas peut-être un leitmotiv un peu trop facile que ce sacre justement du spectateur, qu'on a eu le sacre de l'usager, du récepteur dans notre domaine. D'abord, est-ce que c'est pas parfois une illusion, où le spectateur peut avoir une illusion d'action, de participation, alors qu'en réalité il est vraiment pris dans le dispositif, il n'a pas tant de marge de manœuvre que cela, premièrement, et deuxièmement, est-ce que finalement il n'y a pas des contraintes très fortes qui vont limiter son action à ce spectateur. Voilà. Donc je voulais un petit peu revenir sur cette question, parce que c'est pas nouveau, effectivement. Ça a été expérimenté dans d'autres domaines, y compris au plan théorique. Maintenant, voilà, est-ce que c'est pas aussi une façon facile, aussi aujourd'hui pour les industries culturelles, de se débarrasser d'un certain nombre de contraintes qu'elles reportent sur le spectateur? Je pense que c'est la perversion de la démocratisation de l'art, c'est qu'on imagine qu'il faut pouvoir être acteur et être réalisateur ou même réalisateur. Je pense que c'est pas la place du spectateur, elle est située, et moi, elle me convient très bien, par exemple, en tant que spectateur, je n'ai pas envie d'être du côté de l'artiste. Par contre, ce qui me semble important, c'est que le spectateur puisse être responsable de son expérience de récepteur, et donc effectivement de ce qui lui est transmis à travers son expérience de l'œuvre, et donc qui est une prise de conscience de sa position, ce qui ne veut pas dire une inversion des rôles. Et c'est peut-être là où il y a pour moi un peu le souci parfois, effectivement, c'est parce qu'on est dans une forme d'interactivité qui nous donne le sentiment qu'on est co-auteur, tout d'un coup, il y a une forme de perte tout simplement de l'expérience de l'œuvre, mais aussi une perte de la responsabilité, ce qui est problématique politiquement aussi. Le spectateur, c'est la question de la communication. C'est la question de la communication, et donc toute œuvre qui existe, de toute façon, s'adresse, quelle que soit sa confidentialité ou sa notoriété, s'adresse à quelqu'un. Et ce spectateur-là fait partie totalement de l'œuvre, puisque l'œuvre qui est destinée à ce spectateur. Et c'est bien ça que nous mettons en scène quand on met en œuvre une exposition ou une installation ou un dispositif. On joue avec la présence du spectateur. Et c'est bien ce à quoi joue le producteur en pensant le spectateur comme l'usager, comme le client. Et c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire c'est une relation économique et une relation artistique. C'est donc une relation de l'ordre de la séduction. Réaction peut-être riche à ça. Peut-être je vais prendre la problématique par un autre bord. Pour moi, je me pose la question par rapport à, comme je disais au début,
par rapport à l'outil qu'on a entre les mains, qui est différent de l'outil de production cinématographique tel qu'on le connaît, tel qu'il a été défini depuis plus de 100 ans. Et le cinéma a mis, je sais pas, 25 ans avant d'être, on va dire, natif avec son médium, avec son support. On ait pu se dégager, partir des réflexes du théâtre, du théâtre, de la photographie, de la vidéo, même chose, de trouver en fait un langage propre au médium. Puis moi je me pose la question vraiment, c'est pas un médium informatique, mais ce qu'on a, une caméra aujourd'hui, c'est un ordinateur avec un œil, et on utilise la caméra toujours comme une caméra vidéo ou une caméra cinéma, alors que ça enregistre un fichier, et la caméra potentiellement elle peut calculer là en réseau. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et à partir du moment où une caméra ne peut pas seulement écrire, un fichier, elle peut aussi lire des fichiers préexistants, elle peut servir de projecteur, de visualiseur, enfin d'écran, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Et du coup, ça pose la question à la mise en lien du préexistant, de l'extérieur, de ce qui est avant, mais surtout sur la manière adéquate et native d'utiliser ce qu'on a entre les mains, en se disant, pour moi aujourd'hui on loupe le potentiel de penser la relation à autrui par la création d'une image. On loupe la possibilité d'avoir un autre type de relation que la relation qui est très bien. Hein. C'est pas de mettre un monde contre un autre, mais complémentaire. Enfin, toute la discussion autour du jeu, du cinéma, c'est un peu absurde, dans le sens que c'est l'un et l'autre, avec des attentes et des échelles et des besoins qui sont différents, qui sont complémentaires. Mais aujourd'hui, se poser la question, est-ce qu'on a une caméra entre les mains? On peut utiliser la caméra comme une caméra classique, mais on peut aussi utiliser cette caméra comme une sorte de détecteur de métal de ce qui préexiste, d'aller chercher ce qui préexiste, capteur, de se connecter à ce qui préexiste et de sortir quelque chose qui va au-delà du simple fait de capter comme une caméra, qui permet d'écrire aussi quelque chose sur le territoire ou dans un espace, en lien avec d'autres acteurs qui sont avec des auteurs, des utilisateurs, avec des degrés d'action et des autorisations d'accès qui sont spécifiques. Oui, mais juste, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, sauf que, je vais dire une banalité que vous connaissez autant que moi, mais qui me paraît importante à rappeler, c'est qu'entre le temps où se forme, où l'accélération technique produit de nouveaux dispositifs qui offrent des potentialités énormes, incroyables, et le temps où de nouveaux langages, de nouvelles formes artistiques émergent, c'est-à-dire de nouvelles formes d'intelligibilité du monde, il y a ce temps de latence qui est considérable. Enfin, on cite parfois Dziga Vertov à juste titre, le fameux film L'homme à la caméra, qui se présente comme un premier film, etc., parce que le dispositif est pensé, ou Kuleshov, etc. Donc en fait, il y a cette espèce de latence du temps, et je crois qu'aujourd'hui, si, j'ai dit tout à l'heure que l'art numérique n'existait pas à mes yeux dans une première formule, parce que je pourrais répondre à Mathilde sur la question de l'éphémère. L'éphémère, quand il a surgi dans l'art dans les années 50-60, il était aussi supporté dans la performance et ses manifestations nombreuses par la possibilité de l'enregistrement vidéo qui donnait comme une deuxième temporalité à l'œuvre. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc il y a des temporalités hétérodiques qui se juxtaposent, qui se sédimentent, et voilà. Quant à ces nouveaux dispositifs et leurs potentialités, elles sont considérables, mais on ne peut pas écrire l'histoire de l'art avant que que les artistes ne le fassent eux-mêmes. Voilà. Il y a un retard. Duchamp qui a dit sur le spectateur, tout ce que vous savez, il a dit aussi les tableaux, pas les ready-made, sont des retards. Il a dit, comme en éloge, en forme d'éloge étrange et posthume, après ces ready-made sur la peinture. Ça, c'est intéressant pour la méditer, je crois. Donc, ce temps-là, c'est un temps incompressible, tant mieux, à mon avis. Il a évoqué la question de la démocratie, la démocratisation de l'art. Alors, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous auriez envie de revenir? Parce que mon voisin de droite qui vient de Suisse, en termes de démocratie participative, justement, il y a des expériences peut-être intéressantes là-dessus. Et est-ce que vous le ressentez un petit peu comme ça, ce que vous avez mis en place? Alors, la Suisse a l'avantage d'être à une échelle plus petite que la France par rapport à être un laboratoire participatif. Alors, ça, c'est une chose qui joue clairement en faveur. Et après, c'est quelque chose la Suisse, c'est confédération, c'est moins centralisé, bref. Il y a beaucoup de choses qui permettent en fait l'éclosion d'une transversalité et du fait de considérer en fait la production de manière différente que par spécialiste, par silo, ou de haut en bas, etc., mais de manière plus par brassage.
sur de compost, qui permet de faire éclore des nouvelles fleurs. Enfin, c'est vraiment ça. Maintenant, concrètement, moi, dans mon quotidien en Suisse, à Genève, ça c'est théorique, c'est culturel, mais ça ne s'applique pas en fait dans les questions de dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qu'on a entre les mains avec le passé. On connaît l'histoire de l'art, des pratiques, etc. Et des outils qui se développent dans notre dos par des géants industriels. Et comment est-ce qu'on peut s'approprier ça, nous, artistes ou autres, mais se dire on est partie prenante de ça, comme à un moment donné, au début du cinéma, on prend du bois, on prend du métal, on prend du verre, on fait une caméra. Mais ça a duré 10-20 ans, après plus personne faisait sa propre caméra. Aujourd'hui, on peut faire sa propre application pour la caméra, et c'est ça qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qui est dehors, mais c'est une approche différente. C'est une approche différente, et ça, elle ne s'enseigne pas dans les écoles, elle se passe plutôt, on va dire, chez les startups, par exemple. Mais dans le monde artistique, là aussi, il y a ce retard. Les critiques ont un retard par rapport aux nouvelles formes d'art, mais les artistes aussi, je trouve, aujourd'hui, ont un retard sur les pratiques du grand public, les pratiques des joueurs, etc. Et de se dire, il faut regarder ces pratiques, non pas de notre point de vue à nous, d'en haut, mais par en bas, à l'échelle de nos enfants, à l'échelle à cette échelle-là. Et là, on peut essayer de comprendre quelque chose et se l'approprier et changer la mécanique pour se dire on est il y a quelque chose, on est en équilibre avec le monde d'aujourd'hui. Sinon, on va être en déséquilibre, c'est des équilibres qui vont s'écouter en fait. Il n'y a plus d'argent. Oui, puisqu'on parle de Genève, là, je vais parler d'une fondation qui est à Genève, la fondation Agalma. Et en fait, Agalma, elle s'intéresse à interroger la création dans le champ de la psychanalyse, neurosciences et la création artistique. Tout à l'heure, on parlait de l'écran, et c'est vrai que il y a je participais à un séminaire il y a 2 mois, formidable, c'est-à-dire on voyait 2 pianistes. Et du pianiste, il y avait des casques là où on récupère de l'information. On leur demandait d'improviser sur quelques notes. Donc c'est pour ça que je reparle du temps, une nouvelle fois. Donc là, ce qui était intéressant, c'était d'essayer de repérer une synchronie. C'est-à-dire dans le temps, la diachronie, les événements qui laissent des traces. Et une synchronie, quelque chose qui se passe entre ces 2 artistes, à ce moment-là, de très excellents musiciens. Mais en dehors de ça, ce qui était intéressant, c'était en termes de performance même, parce que l'objet artistique ouvre des espaces discursifs, c'est-à-dire que de voir sur cet écran, c'est-à-dire actuellement on peut voir sur un écran ce que l'on peut, on peut visualiser, ce qui se passe au moment où on fait quelque chose. Vous voyez. Et donc il y a une sorte de boucle qui m'intéresse, qui a tout le temps été exclue jusqu'à présent, une sorte d'autoréférence ultime, c'est-à-dire qu'on capte des signaux électriques de son cerveau, on les voit à l'écran, mais en même temps ils sont réinterprétés. Et donc l'écran, à ce moment-là, est devenu, je l'ai vu pendant toute la journée, l'objet des discussions vraiment de façon différente. C'est-à-dire qu'il était plus là, tout à l'heure on parlait de séparation entre l'espace diégétique, l'espace de réception. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est comment, d'ailleurs, pour donner une idée, comment on est passé à travers le spectateur qui est devenu acteur. Ce qui est intéressant, c'est cet espace de réception qui devient espace de production. Je veux dire, c'est-à-dire comment, en fait, l'espace d'énonciation, à un moment donné, qui était la plupart du temps, pas toujours, hein, parce que parfois on a voulu le montrer, caché au niveau du film, comment il apparaît. Et évidemment, il y a une tension qui s'opère, et quand maintenant, c'est même plus un spectateur, mais c'est l'individu qui produit cette information qui apparaît à l'écran, et que lui-même voit, et ça produit des réactions assez étonnantes. Voilà, c'est ça que je compte. À Genève. Je pense que c'est parce que déjà les moyens de production complètement été démocratisés aujourd'hui. Quasiment tout le monde est capable de faire un film avec son smartphone. Je ne dis pas que tout le monde peut se produire artiste, hein, c'est pas ça, mais en tout cas tout le monde peut produire de l'information, de l'image, du son, tout le monde peut publier aussi, tout le monde est vu. Donc effectivement ça change complètement la donne. Et par rapport aux bases de données, par rapport à la quantité d'informations qui est créée, dans tout ce flux d'informations qui est créé par les gens eux-mêmes, qu'est-ce qu'on en fait effectivement, qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui n'en est pas, voilà, c'est des questions. Moi, je dirais que ce qui est art. On est sur le technologique.
technologies et les matériaux qu'utilise le matériau en tant qu'outil, c'est-à-dire le matériau en tant que pinceau, pas en tant que couleur, pour faire une référence historique, métaphorique. Donc la matière, la machine, la caméra, pas la pellicule, la machine elle-même. On s'en empare, et c'est la machine qui produit le phénomène artistique, c'est-à-dire qui produit la forme finalement, par tous les gestes de production qui vont passer par la transformation des matériaux, par la machine et les moyens techniques. Aujourd'hui, les moyens techniques que nous avons, ce sont effectivement toutes les applications que l'on peut soit s'inventer, soit dont on peut s'emparer pour transformer les matériaux que nous récoltons à l'intérieur des moyens et des fichiers de nos fichiers informatiques, qui produisent alors du son, du texte, de l'aléatoire, de l'image, etc., etc. Et donc qui créent une nouvelle forme. Et c'est ça que nous sommes en train de réaliser. Après s'être posé la question de quelle va être la transformation et la métamorphose artistique et esthétique qui va se passer à cette charnière des années 1900 avec les années 2000. Ce que l'on a symbolisé par le bug de l'an 2000. Et en fait, véritablement, c'était une transformation des pensées par rapport au système de l'information et des systèmes de l'information pour la création. Je vais essayer de prendre un exemple, peut-être pour essayer d'éclairer un peu, si c'est possible, parce que c'est un débat très compliqué. En fait, on a beaucoup parlé de cette multiplication, de cette croissance hétérogène des espaces, des niveaux, des acteurs, des actants. Voilà. Et il y a une chose qui me paraît intéressante, c'est, on en parle là, c'est cette espèce d'afflux massif de données, le big data, toute cette cohorte de jeunes gens qui font pression sur l'imaginaire, sur l'être ensemble, sur les formes du vivre ensemble, cette espèce de publication à l'infini sur Facebook, etc. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça me pose toute la question de ce matériau, comment on s'en débrouille, comment on fait. Alors, moi je pense que... Non, la question, on pourrait la prendre par un autre biais. Il a existé dans l'histoire de la littérature, à un moment donné, ce qu'on appelait des littératures à contrainte. Raymond Queneau, Pérec, Georges Perec en particulier, dans un livre qui a pris les choses par l'autre biais, un livre qui s'appelle La disparition, qui a à voir évidemment avec la Shoah, etc., et qui a supprimé dans ce livre la lettre E. Donc il a réussi à s'exprimer par défaut, disons par une contrainte numérique, au fond par une contrainte choisie dans un ordre logique, par un choix logique. Il a réussi à construire une œuvre à partir de cette contrainte qui est aussi une forme numérique. De la même manière que Kopalka, par exemple, dans un autre registre, peut être défini comme un artiste numérique dans la mesure où il élimine dans son œuvre un pourcentage de blanc tous les jours qu'il le fait, etc., pour arriver jusqu'à un effacement complet. Voilà, tous ces artistes participent de ce que moi j'appelle une ontologie numérique de l'art, qui n'est pas une forme d'art numérique, mais qui a à voir avec ça. Donc on peut procéder par défaut, par soustraction, mais aussi par accumulation, par essai. Nam June Paik, dans un autre registre, est un artiste de l'accumulation, etc. Et donc moi je m'interroge sur alors, je réfléchis à ça en ce moment, donc je vous livre des choses tout à fait actuelles. Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de chercheurs travaillent sur ce qu'ils appellent le capitalisme linguistique. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme linguistique? C'est la manière dont Google s'enrichit en appauvrissant la langue par ce qu'on appelle des algorithmes d'autocomplétion. Les algorithmes d'autocomplétion, vous les utilisez tous les jours quand sur votre smartphone, le logiciel vous aide à terminer un mot, voire une phrase, etc. Ça va jusqu'aux structures syntaxiques maintenant. Les algorithmes d'autocomplétion participent donc d'une économie du langage et de l'audimat des mots-clés qui font qu'il y a certains mots qui sont situés en tête de liste et qui valent de plus en plus cher aux enchères. Il y a eu 2 algorithmes de Google, paraît-il, on s'en donne les détails. La question est de savoir, pour moi, si aujourd'hui un écrivain, un artiste peut s'emparer de cette question-là et à quel niveau pour arriver à faire œuvre. C'est-à-dire peut d'une certaine manière, non pas s'approprier, non pas détourner, mais travailler à partir de ce milieu nouveau, qui est celui de cette espèce de contrainte d'un type nouveau, qui pèse sur la langue et sa richesse quand même, puisque après tout c'est par réduction sémantique, par réduction lexicale que procède ce monde-là. Est-ce qu'à partir de cet appauvrissement, qui est aussi une accumulation, on peut faire œuvre et comment? Alors moi je pense que, j'ai envie de dire oui.
j'ai envie de dire, pour dire que je ne suis pas complètement désespéré, il y a peut-être une chance pour tirer quelque chose de tout ça. Je ne sais pas, peut-être que littérature à contrainte a anticipé ces formes-là, je ne sais pas. Voilà. J'allais dire au pays du pluralisme linguistique, qu'est-ce qu'on en pense? Disons, pour moi, une des réponses, ce serait de dire il faut faire soi-même le code, il faut écrire le code avant d'écrire d'une certaine manière. Et en écrivant le code, c'est pas... Moi, j'en serais incapable, mais disons, mais ce qu'il y a de plus drôle dans l'affaire aussi, c'est que Google, Facebook et tous les autres, ils mettent à disposition une partie de leur code source de manière ouverte. Nous, on a fait des players vidéo avec, grâce à Google, Facebook, etc. On a pris des bibliothèques et on a utilisé ça pour faire nos propres choses. Et au final, ça nous a permis d'écrire un outil qui permet d'écrire des usages, enfin de générer des usages, etc. Et pour moi, c'est un peu ça une des réponses, et de dire, c'est pas une fatalité, Google, ce sont eux-mêmes, leur algorithme, ils changent plusieurs centaines de fois par année, et puis au final, je pense qu'ils échappent à leurs propres équipes. Donc, effectivement, ils font beaucoup d'argent avec, sur les milliards, mais derrière, ils ne maîtrisent pas complètement. Personne n'y arrivera, en fait. Donc, c'est un peu vain de dire on maîtrise quelque chose, on conditionne quelqu'un, une entité, et plutôt de dire, avec ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même et de poser dans le monde qui correspond à notre éthique, à notre vision, à notre envie de partage. Alors, comme l'heure tourne dans 5 minutes, une dernière question qui rebondit pour boucler la boucle sur l'intervention inaugurale de Bruno Girard ce matin. Est-ce qu'à votre avis, le cinéma a les ressources propres pour pouvoir assumer son propre développement, sa propre transformation technologique à travers ses producteurs, ses artistes, toute la nébuleuse qui constitue aujourd'hui le monde du cinéma, ou est-ce que c'est vraiment sous contrainte et sous interpellation d'autres univers, le jeu vidéo, les arts visuels, les industries culturelles comme la musique, que ces transformations un petit peu au forceps vont se faire? Voilà. Le cinéaste le dit. On peut simplement dire que dans les écoles de cinéma, il y a souvent le pôle réalisation et les moyens techniques, le pôle son et le pôle image numérique. Et donc c'est là que ça se passe. C'est là qu'il va y avoir la création. C'est le cas. Bon. Voilà, écoutez, merci à toutes et tous pour cette table ronde, fort stimulante. Merci encore aux organisateurs. Merci beaucoup. Ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est juste un remerciement d'être présent, de nous accompagner durant toute cette journée, voir toutes ces contributions. Juste, je signale qu'on a un site que peut-être vous avez déjà découvert, qui s'enrichira bientôt donc, de morceaux choisis de nos interventions, et ensuite s'enrichira également de travaux surtout de TESA qui travaillent dans le fond, hein, et qui va essayer donc de fédérer un certain nombre d'initiatives et d'actions allant justement dans le sens de notre rencontre, pour les pérenniser dans le temps et puis fédérer aussi des élans autour d'un futur projet qui se déroulera également à Cannes probablement dans une douzaine de mois. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt.